En 2025, on a 103 000 bacheliers qui se sont retrouvés face à un écran d'ordinateur vide. Ouais, 103 000, c'est... Pas d'école, rien du tout. Pas d'université, pas d'avenir affecté. Et le coupable de cette situation, c'est pas un manque de travail de leur part. Non, pas du tout. C'est une mécanique super complexe, en fait. C'est une équation mathématique qu'on nous a vendue depuis des années comme étant le summum de l'équité, de la transparence, tout ça. Bah, c'est un chiffre qui donne littéralement le vertige, quoi. 103 000 jeunes vies en suspens. Et c'est là que le contraste avec ce qu'on a tous en tête, bah, il devient complètement saisissant. Ouais, exactement. Parce que dans notre imaginaire collectif, l'évaluation d'un dossier scolaire, c'est un processus humain. Bien sûr, on imagine l'humain derrière. On aime bien s'imaginer genre un grand bureau en bois massif. Tu vois, le tableau, un professeur d'université hyper bienveillant qui chausse ses lunettes, qui ouvre délicatement le dossier d'un élève. Ah, la belle image d'Épinal, ouais. C'est ça, voilà. Il lit attentivement chaque ligne de la lettre de motivation, il pèse le pour et le contre et il se dit un truc du genre Ah, voilà un profil atypique, mais super intéressant, on va lui donner sa chance. C'est une très belle image, mais la réalité qu'on va aborder aujourd'hui dans cette analyse approfondie, bah, c'est que ce fameux bureau en bois, il n'existe presque plus. Il a disparu, quoi. Carrément. Ce qu'il a remplacé, c'est une infrastructure complètement invisible, silencieuse et surtout automatisée. Du coup, aujourd'hui, on va décortiquer les rouages de cette machine. On va s'appuyer sur une enquête massive, un truc énorme qui vient de paraître en mai 2026, publié par le média Blox News. Une enquête vraiment fouillée, ouais. De dingue. Ils ont croisé des données inédites de l'INSEE, de la Cour des comptes et même du ministère de l'Éducation nationale. Donc notre mission, là, c'est d'ouvrir la boîte noire de Parcoursup, la fameuse plateforme française d'admission post-bac. Et pour bien comprendre ce qui se joue ici, faut poser un cadre analytique clair dès le départ, je pense. Vas-y. Les sources qu'on a sous les yeux, elles décrivent pas juste un petit bug informatique ou des serveurs qui auraient planté un mardi matin. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est ça. Ce que cette enquête met en lumière, c'est ce qu'on pourrait vraiment appeler une ingénierie inversée de la méritocratie. Ouh là, c'est-à-dire? Bah, c'est l'utilisation de mathématiques de haut niveau, de lignes de code super complexes qui servent de paravent d'objectivité. Alors qu'en réalité, ces outils, ils reproduisent et ils amplifient des inégalités sociales qui sont déjà très profondes. C'est une affirmation super forte. Alors on va reprendre depuis le début pour comprendre comment on en arrive là. Comment un algorithme finit par prendre le contrôle absolu de l'avenir d'un jeune? Faut regarder le point de départ, ouais. Voilà, le mur auquel le système se heurte frontalement, c'est le volume pur et simple des candidatures. Si on reprend la chronologie d'un élève de terminale, entre janvier et mars, c'est la phase 1. La saisie des vœux. C'est ça, les candidats formulent 10 vœux. Et le point crucial ici, c'est qu'il n'y a aucun ordre de préférence à ce stade. Tout est au même niveau. Parcoursup prend ses vœux et les balance de manière simultanée à toutes les universités et écoles demandées. Et jusque-là, on pourrait se dire que la promesse est tenue, quoi. C'est simple, il n'y a pas de stratégie complexe à avoir, tu demandes ce que tu veux. Ouais, sur le papier, ça a l'air bien. Mais c'est lors de la phase 2, tu sais, entre avril et mai, que l'entonnoir se resserre d'un coup. C'est la phase d'évaluation par les formations elles-mêmes. La fameuse boîte noire commence ici. Exactement, théoriquement, chaque université réunit ce qu'on appelle une CEV, une commission d'examen des vœux. C'est des groupes d'enseignants qui sont censés examiner les dossiers reçus. Ok, mais là, faut faire un peu de maths de base, parce que c'est là que ça coince. Une formation un tant soit peu attractive aujourd'hui en France, elle reçoit pas 100 ou 200 dossiers. Ah non, on en est très très loin. L'enquête de Block News montre que certaines licences ou certaines classes préparatoires, elles reçoivent 10 000, 20 000, parfois 50 000 candidatures en l'espace de quelques semaines seulement. 50 000, il faut se rendre compte de ce que ça représente physiquement, quoi. Bah oui, si on a 50 000 lettres de motivation à lire et qu'on passe, je sais pas, ne serait-ce que 3 petites minutes par lettre, Ce qui est déjà hyper rapide pour évaluer une vie, hein. très rapide, ça fait quand même 2500 heures de lecture. C'est juste matériellement impossible pour un petit groupe de professeurs. Bah, c'est le cœur du problème, en fait. Le temps humain n'existe tout simplement plus à cette échelle-là. Ouais. Et c'est précisément dans l'ombre de ces commissions qui sont, on peut le dire, totalement débordées, qu'entrent en jeu les fameux algorithmes locaux. C'est là qu'ils apparaissent, d'accord. Voilà. Face à l'incapacité matérielle de lire les dossiers, chaque université met en place son propre outil informatique de préclassement automatisé. Le but, c'est de faire un tri massif avant même qu'un humain n'intervienne dans le processus. Attends, je veux bien comprendre le mécanisme là. Ce préclassement automatisé, concrètement, ça ressemble à quoi en pratique?
Ben, on peut carrément comparer ça à ce qui se fait dans le monde du recrutement professionnel aujourd'hui. Quand on postule à une grande entreprise, le CV, il passe d'abord par un ATS. Un applicant tracking system, c'est ça? Exactement. C'est un logiciel de tri qui scanne le document pour chercher les mots-clés spécifiques ou pour vérifier des critères hyper rigides. Si le CV ne coche pas les bonnes cases informatiques, bah, il est écarté d'office. L'humain ne le verra jamais. Jamais de la vie. Et les algorithmes locaux de Parcoursup, bah, ils font très exactement la même chose, mais avec les dossiers scolaires des gamins. Donc, si je file un peu la métaphore, c'est un peu comme un videur à l'entrée d'une boîte de nuit, quoi. Ouais, c'est pas mal ça. Sauf que ce videur, bah, il regarde absolument pas ta façon de danser, ton énergie ou si t'es de bonne humeur. Il scanne juste instantanément tes chaussures. C'est exactement ça. Et si t'as pas la bonne marque de basket, bam, il baisse la corde, il te refuse l'entrée, sans même t'adresser la parole. Et tout l'effort que t'as fait pour te préparer, pour te faire beau, bah ça devient complètement invisible. C'est une super analogie parce qu'elle illustre parfaitement la rigidité absurde du filtre. Et là où l'enquête soulève un lièvre, mais monumental, c'est sur le statut juridique de ces algorithmes locaux, de ces videurs, si on reprend ton terme. Ah oui, le côté légal de la chose. C'est qu'on pourrait logiquement penser que, bon, puisqu'il s'agit du service public de l'éducation, ces critères de sélection, ils sont publics, ils sont transparents, non? Ça semblerait normal, ouais. Eh bien, la loi actuelle, elle n'impose absolument aucune obligation aux universités de dévoyer publiquement le code de ces algorithmes locaux. L'obligation légale, elle est de zéro. Attends, zéro. T'es en train de dire que la loi autorise une université publique, payée par l'État, à utiliser un programme informatique pour trier des dizaines de milliers de vies, sans même avoir à expliquer comment ce programme prend ses décisions. C'est exactement ce que je dis. En 2025, sur la plateforme, on trouve à peu près 19 000 rapports d'analyse qui sont soi-disant publics, publiés par les formations. Donc on pourrait se dire, ah c'est bon, il y a de la transparence. C'est ce qu'on pourrait croire. Mais quand les journalistes de Block News se sont penchés dessus, ils ont découvert que ce sont, pour l'immense majorité, des coquilles vides. Sans blague. Les pondérations exactes, les critères précis de préclassement, tout ça reste jalousement protégé et très souvent sous couvert du fameux secret des délibérations. Donc la transparence, elle est purement facultative. C'est dingue. Et si on accepte le fait que les statistiques de l'INSEE pointent des inégalités qui sont de plus en plus croissantes, cette absence de transparence, elle devient super problématique. Ah bah, c'est le nœud du problème. Ce qui nous amène forcément à chercher ce qu'il y a vraiment dans ces algorithmes en fait. Puisque la machine fait le tri, comment elle juge concrètement? Parce que naïvement, on pourrait se dire qu'un algorithme, c'est juste une grosse calculatrice. Une calculatrice qui fait des moyennes, ouais. Voilà. Un élève à 15 sur 20 de moyenne générale, la machine voit le 15, elle le classe au-dessus de celui qui a 14. Qu'est-ce qu'il y a de si terrible ou de si biaisé là-dedans? Et c'est précisément là que l'illusion de l'objectivité mathématique s'effondre complètement. Ce que l'enquête révèle, et ça, ils l'ont trouvé en interrogeant des développeurs et en analysant des fuites de données, c'est qu'un 15 sur 20 n'a absolument pas la même valeur partout aux yeux du code. Ah ouais? Comment ça? La note brute, c'est juste un point de départ. L'algorithme, il va la pondérer, il va la modifier en utilisant des bases de données externes. Genre quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'il regarde d'autre? Le taux de réussite au baccalauréat du lycée d'origine, par exemple. C'est un critère qui a été documenté noir sur blanc, notamment lors d'une grosse fuite concernant certaines formations en santé à l'université Paris-Descartes. D'accord, donc le logiciel regarde littéralement la provenance géographique de l'élève pour ajuster sa note. Absolument. Le système intègre ce qu'on appelle des indices de position sociale. En gros, il sait mathématiquement différencier un lycée situé en zone d'éducation prioritaire, une ZEP, d'un lycée historique et ultra coté en plein centre de Paris. D'accord, je vois le genre. Et la conséquence mécanique, et franchement elle est brutale, c'est qu'un élève brillant qui obtient, disons, 16 de moyenne dans un lycée de banlieue défavorisé, eh bien il va subir un malus automatique. Un malus? Juste à cause du code postal du lycée? C'est ça. Sa note sera artificiellement rabaissée par l'algorithme. Et face à lui, un élève très moyen, qui a peut-être 12 de moyenne mais dans un grand lycée parisien, il verra sa note bonifiée. Le code postal devient littéralement un destin social encodé dans la machine. C'est franchement effarant. Le lieu de résidence annule complètement l'effort individuel. Complètement. Mais là-dessus, j'aimerais qu'on aborde un autre point mentionné dans les sources. Depuis quelques années, le système met beaucoup en avant les fameuses activités extrascolaires. Ah, la fameuse rubrique centre d'intérêt, oui. Ouais, on demande aux élèves de remplir tout ce qui est sport, engagement associatif, passion. Sur le papier, ça ressemble quand même à une tentative de lisser justement ces inégalités, non? Valoriser, je sais pas, l'engagement citoyen ou la pratique de la musique, ça permet de juger la personnalité complète d'un élève, de pas juste le réduire à ses notes de maths affectées par son code postal.
Alors ça, c'est le discours officiel de l'institution. Et il est très séduisant, hein, ça fait très modèle anglo-saxon, l'étudiant accompli, etc. C'est ça. Mais si on décortique les implications socio-économiques réelles de ce truc, le tableau, il s'assombrit très très vite. Il faut se demander ce qu'est, sociologiquement parlant, une activité extrascolaire qui est valorisée par ce système. Ok, vas-y. Prendre des cours de violoncelle au conservatoire depuis l'âge de 6 ans, faire des séjours linguistiques immersifs en Angleterre pendant les vacances, s'engager dans une ONG de protection de l'environnement, tout ça, ça requiert deux choses fondamentales. Du capital financier et du temps libre. Pile dans le mille. Et un élève qui vient d'un milieu plus précaire, il a ni l'un ni l'autre en fait. Bah non, exactement. L'enfant d'une famille aisée, il arrive sur la plateforme avec un véritable CV extrascolaire qui est préfabriqué pour plaire. Et à l'inverse, si on prend un lycéen dont les parents peinent à joindre les deux bouts, s'il doit travailler genre 15 heures par semaine à la caisse du supermarché du coin ou dans un fast-food pour aider sa famille, bah il n'a pas de temps pour ces fameux centres d'intérêt qui flattent l'algorithme. Non, son temps libre, c'est un emploi de survie. C'est ça, et le drame, j'imagine, c'est que la machine, elle n'a pas de petite case pour résilience face à la pauvreté. Absolument pas. Elle ne voit qu'une case extrascolaire qui est vide et elle le pénalise pour ça. Donc cette rubrique, sous couvert d'ouverture d'esprit, elle devient un détecteur de classe sociale implacable. Si on se met juste une seconde à la place d'un lycéen qui nous écoute ou d'un parent, j'imagine la frustration immense. Parce que tu passes des jours, parfois des semaines, à rédiger le fameux projet de formation motivé, la lettre de motivation demandée pour chaque vœu. Ouais, la pression est folle là-dessus. On pèse chaque mot, on essaye de transmettre sa passion, son envie. Et là, ce que l'enquête dit, c'est que tout ça, c'est lu par une machine. Et oui. Et le fonctionnement de cette lecture automatisée, ce qu'on appelle le scraping, il est particulièrement pernicieux. Comment ça marche ? Puisque les professeurs peuvent pas lire 50 000 textes, c'est des scripts informatiques qui balayent les lettres de motivation en une fraction de seconde, à la recherche d'un lexique très précis. Attends, il faut un simple contrôle F pour chercher des mots ? C'est une version un tout petit peu plus sophistiquée, mais franchement, l'idée de base, c'est exactement ça. C'est fou. La machine cherche une terminologie spécifique, des mots comme rigueur, méthodologie, détermination. Ce que l'algorithme traque, en fait, c'est des codes sociaux, c'est un certain formalisme académique. Donc, si l'élève n'a pas été briefé par ses parents cadres sur le champ lexical exact attendu par l'institution, il est mort. C'est ça. Il va peut-être utiliser un vocabulaire très sincère, très humain, très touchant même, mais qui sera en décalage total avec la norme froide de la machine. Et résultat, son dossier s'effondre dans le classement. Donc, il n'est pas éliminé sur le fond de son envie ou de son intelligence, mais juste parce qu'il n'a pas utilisé le bon mot de passe, en gros. C'est le mot de passe, ouais. Le sésame. Bon, d'accord. Là, on arrive donc à la fin du mois de mai. Si je résume la mécanique infernale jusqu'ici, les universités, elles sont accablées par le volume, donc elles utilisent des algorithmes locaux complètement secrets. On est d'accord. Ces algorithmes, ils appliquent des malus basés sur les codes postaux, ils valorisent les loisirs de riches et ils scannent les lettres pour trouver des mots-clés de classe moyenne supérieure. Ça leur permet de générer des listes de classement immenses. Un prêtris gigantesque. Que se passe-t-il ensuite ? Comment on passe de ces listes biaisées à l'affectation finale des étudiants ? C'est là qu'on entre dans la phase 3 au mois de juin, l'étape nationale. Et c'est ici qu'intervient la fameuse pièce maîtresse de tout ce système, l'algorithme de Gale-Shapley. Gale-Shapley, ouais. Qu'on appelle aussi l'algorithme du mariage stable, c'est ça ? Exactement. C'est un nom qui est très connu en mathématiques, non ? Oh, très connu. C'est un modèle qui a été théorisé en 1962 par deux mathématiciens américains, David Gale et Lloyd Shapley. Ça a d'ailleurs valu à Shapley le prix Nobel d'économie bien plus tard, en 2012. Ah ouais, carrément un prix Nobel. Et c'est quoi le but de cet algorithme, à la base ? Le but, c'est de résoudre un problème d'affectation de masse, en croisant les préférences de deux groupes distincts. D'un côté, t'as les vœux des candidats, de l'autre, t'as les classements fournis par les universités. Mais comment ça fonctionne concrètement ? Étape par étape ? Parce qu'on parle tout le temps d'algorithme sans jamais comprendre la mécanique interne du truc. Je vais essayer de faire simple. Le principe, il est itératif. Ça veut dire qu'il procède par vagues successives de propositions et de rejets. Ok, on t'écoute. Imaginons le premier tour, tous les candidats proposent, entre guillemets, leur candidature à leur vœu préféré, le vœu numéro 1. D'accord. Les universités reçoivent ces demandes, l'algorithme regarde le classement que l'université a fait, il accepte provisoirement les meilleurs candidats jusqu'à remplir la capacité maximale de la formation, et il rejette tous les autres. Donc les candidats qui ont été rejetés à ce premier tour, ils doivent formuler une autre demande pour le tour d'après. C'est ça. Au deuxième tour, tous les candidats rejetés font une proposition à leur deuxième choix. L'université, elle compare alors ces nouveaux arrivants avec les candidats qu'elle avait mis en attente, provisoirement, au premier tour.
Et si le nouveau est meilleur? Eh bien, si un nouveau venu est mieux classé, l'algorithme éjecte tout simplement un candidat précédemment accepté pour lui donner la place. Ah, brutal. Très brutal. Et on répète ce cycle encore et encore, jusqu'à ce que plus personne ne soit rejeté ou que toutes les places soient prises partout. Et c'est cette espèce de mécanique de chaise musicale qui garantit ce fameux mariage stable. Exactement. À la fin de toutes ces itérations, on a une certitude mathématique qui est absolue. Aucun candidat ne se retrouve affecté à une formation B, alors que la formation A, qu'il préférait, avait une place libre et l'avait mieux classée. Ok. Il n'y a pas de frustration illogique possible. Sur le plan purement théorique, mathématique, c'est d'une pureté et d'une équité vraiment irréprochables. D'accord, j'essaie de visualiser l'ensemble du processus là. Si je comprends bien, cet algorithme national de Gaël Shapley, c'est un peu comme une machine de tri postale géante et ultra performante. Ouais, l'analogie est bonne. Elle prend des millions de lettres et elle garantit avec une précision mathématique de 100% que chaque lettre arrivera très exactement à l'adresse qui est inscrite sur l'enveloppe. C'est une très bonne image. C'est vraiment ça la promesse. Sauf que le problème, c'est que cette machine de tri postal, elle ne sait pas que la veille, quelqu'un de mal intentionné est venu en 12 dans l'entrepôt et a secrètement échangé ou effacé les étiquettes des adresses sur la moitié des enveloppes. Absolument. La machine, elle fait son travail parfaitement, mais elle traite des données qui ont été complètement corrompues à la base par les algorithmes locaux. Voilà, t'as mis le doigt sur le cœur du problème. L'algorithme national de Gaël Shapley, il est complètement aveugle. Il prend les listes de classement fournies par les algorithmes locaux des universités comme une vérité absolue, tu vois, une donnée incorruptible. C'est dingue. L'équation, elle ne sait pas qu'un candidat a été relégué à la 5 millième place à cause de son code postal ou parce qu'un script n'a pas détecté le mot « rigueur » dans sa lettre, elle ne le sait pas. Et surtout, elle n'a absolument aucun pouvoir de le corriger. Donc, la rigueur mathématique du système national, le prix Nobel et tout ça, ça sert juste à valider les biais locaux. Pire que ça même, ça les verrouille. Ça fige et ça cristallise de manière irréversible, à l'échelle de tout un pays, des inégalités qui ont été générées en amont de façon totalement opaque. L'injustice, elle est lavée de tout soupçon parce qu'elle ressort avec le tampon d'un nobelisé. Waouh, c'est glaçant vu comme ça. Et si on regarde les conséquences de ce verrouillage avec le recul qu'on a aujourd'hui en 2026, qu'est-ce que disent les chiffres? Les statisticiens ont bien dû mesurer l'impact de tout ça, non? Bien sûr, les données rapportées par l'INSEE et qui ont été analysées par la Cour des comptes, elles sont vraiment glaçantes. Au-delà du record des 103 000 candidats sans affectation en 2025, ce qui frappe, c'est la ségrégation sociale. C'est-à-dire? Entre 2017, qui est la dernière année avant Parcoursup, et 2018, la toute première année de sa mise en place, la part des candidats issus de milieux très favorisés admis en licence, elle a bondi de 7 points. 7 points d'augmentation en une seule année, juste en changeant le logiciel de tri. C'est ça, oui. Mais à l'échelle d'une nation entière, c'est un véritable séisme sociologique. Ça veut dire qu'il y a autant d'élèves issus de milieux populaires qui ont littéralement disparu des bancs de l'université. Complètement disparu, oui. Et ça a généré une ségrégation territoriale qui est exacerbée. Comment ça se manifeste sur le territoire? Les universités les plus prestigieuses, celles qui sont situées dans les grands centres urbains, elles concentrent de plus en plus les profils homogènes et favorisés. Et à l'inverse, les candidats pénalisés par la machine, ils se retrouvent envoyés vers des formations moins demandées. Et souvent loin de chez eux, j'imagine. Souvent très loin de leur domicile, ce qui engendre évidemment d'autres difficultés financières énormes pour se loger, pour se nourrir, etc. Mais face à des statistiques gouvernementales aussi accablantes, je me pose la question que tout le monde doit se poser en fait. Pourquoi les universités et le ministère n'ont-ils pas été contraints d'ouvrir le code source de ces algorithmes locaux? C'est la grande question. Si on sait que la machine est biaisée, pourquoi ce refus obstiné de la transparence? Parce que, et c'est ce que démontre l'enquête, cette opacité n'est pas un accident. C'est un choix fondamentalement politique de gestion de la pénurie. De la pénurie de place, tu veux dire? Exactement. Faut se rendre compte de la complexité institutionnelle du truc. Il y a plus d'1 million de candidats pour un nombre de places qui est nettement inférieur. Il n'y a juste pas assez de chaises. C'est ça. En plus de ça, les universités elles doivent gérer des quotas légaux pour les étudiants boursiers et des priorités géographiques qui sont imposées par le rectorat. C'est un casse-tête infernal pour eux. Donc l'algorithme, c'est quoi? C'est un bouclier. Précisément, c'est le paratonnerre parfait.
L'enquête de Block News, elle cite un chercheur en sociologie de l'éducation qui a parlé sous couvert d'anonymat et qui résume la situation de manière hyper crue. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'une transparence totale, où on verrait noir sur blanc comment les universités trient socialement les élèves pour faire entrer la demande dans l'offre, ça exposerait immédiatement les institutions à des plaintes massives pour discrimination. Ah ouais. Il est beaucoup plus facile, et surtout beaucoup plus protecteur juridiquement parlant, de lever les mains au ciel et de dire « Oh, écoutez, nous sommes désolés, mais c'est l'algorithme qui a décidé. » C'est exactement ça. On délègue la sale besogne du tri social à la machine, comme ça on n'assume plus publiquement le fait qu'on refuse l'accès à l'éducation juste par manque de moyens financiers de l'État pour ouvrir des places supplémentaires. Devant ce constat d'échec social qui est massif, on voit bien que le débat politique il s'enflamme complètement en ce moment même. Les sources qu'on a étudiées relatent notamment une proposition de loi majeure déposée en cette année 2026 par le parti La France Insoumise. Oui, un texte très important dans le débat public actuel. Et attention, sans prendre parti du tout, je pense qu'il est crucial d'expliquer ce qu'il y a dans ce texte parce qu'il montre bien l'état de rupture dans lequel on se trouve aujourd'hui. On fait que relater les faits. Tout à fait, on regarde juste ce que propose la loi. Et cette proposition, elle vise purement et simplement l'abolition du système Parcoursup. Ah oui, c'est radical. C'est pas juste genre une demande de réforme ou un petit ajustement du code de l'algorithme. Ah non, c'est une volonté de suppression totale, immédiate, de la plateforme de sélection. Et par quoi il propose de remplacer ce vide, du coup? Parce que si on supprime l'algorithme, on revient à la case de départ avec le même volume gigantesque de candidatures à gérer. Leur argumentation, elle repose sur un retour aux sources du droit français de l'éducation. D'accord. Historiquement, et même légalement en fait, le baccalauréat, c'est pas juste un diplôme de fin d'études secondaires. C'est considéré comme le premier grade universitaire. D'accord, donc c'est la clé d'entrée. Voilà. L'idée portée par cette proposition, c'est de restaurer le droit universel et inconditionnel de tout bachelier de s'inscrire dans l'université de son choix. Il propose de supprimer toute forme de sélection algorithmique à l'entrée de la fac publique pour, disent-ils, en finir avec le tri social. C'est là qu'on assiste à un véritable choc frontal entre deux visions de la société, quoi. Deux visions irréconciliables. D'un côté, on a cette espèce de rationalité administrative actuelle qui gère le manque de place par l'automatisation et l'exclusion un peu silencieuse. Et de l'autre côté, De l'autre, on a la vision d'une éducation inconditionnellement ouverte qui risque évidemment de se heurter de plein fouet aux réalités matérielles. Enfin, je veux dire, comment on fait asseoir 1500 élèves dans un amphithéâtre qui est conçu pour 500 personnes? c'est la grande question pratique, oui. Mais peu importe de quel côté du débat on se place, cette confrontation, elle met en lumière l'ironie fondamentale de toute cette affaire. C'est-à-dire? Parcoursup, comme beaucoup d'outils technologiques qui sont déployés par les États modernes, ça nous a été vendu comme une avancée lumineuse, un truc génial censé neutraliser nos biais humains, tu vois, le professeur fatigué ou partiel. Ouais, on nous a vendu l'objectivité absolue de la machine, alors que la réalité qu'on vient de décortiquer, elle prouve que c'est devenu une machine d'exclusion par design. Complètement. L'évaluation du potentiel académique, tu sais, cette petite étincelle d'intelligence ou de curiosité chez un élève qu'un prof aurait pu déceler en lisant une lettre attentivement. Tu sais, a disparu. Tout a été remplacé par une vérification super froide de mots-clés, par l'évaluation du portefeuille des parents via les activités extrascolaires et, pire encore, par la richesse du code postal. C'est dramatique. Et si on prend un peu de recul, juste pour connecter cette analyse à notre quotidien à tous, au-delà de la stricte question de l'éducation nationale, Ouais. c'est une mise en garde très sévère face à la bureaucratie algorithmique moderne. Ce que Parcoursup nous montre, au fond, c'est que le code informatique, il n'est jamais neutre. Jamais. Il y a toujours des humains derrière qui codent, quoi. C'est ça. Le code, il encode nos préjugés, il systématise les hiérarchies sociales qui existent déjà, et il les amplifie en les cachant sous un beau vernis de rationalité technologique qui semble, vu de l'extérieur, inattaquable. Ce qui m'amène à une dernière réflexion, pour prolonger un peu notre exploration d'aujourd'hui. Vas-y. Si on repense à cette incapacité matérielle des universités à accueillir tout le monde, si cet algorithme, avec tous ses biais et toute sa froideur, n'est finalement que le miroir de notre propre manque de ressources en tant que société. Ouais, le fait brutal qu'il n'y a tout simplement pas assez de chaises dans les amphis pour tous les étudiants. Voilà, le mur de la réalité matérielle dont on parlait au tout début. Alors, la question qu'on doit se poser en tant que citoyen pour tous ceux qui nous écoutent et qui s'intéressent à ces enjeux, c'est est-ce qu'on peut vraiment espérer un jour coder un système informatique véritablement juste? C'est la question à 1 million. Ou devons-nous finalement accepter que la technologie
Aussi sophistiquée, itérative et nobélisée soit-elle, elle ne pourra jamais résoudre un problème qui est à la base profondément politique et profondément humain. La machine, elle continuera de rejeter des dossiers dans le vide tant qu'on refusera de construire de nouvelles universités pour les accueillir.